L'évolution du système de santé au cours des 20 dernières années a permis à la fois le développement de techniques médicales pointues dans certains secteurs, par exemple avec le remplacement des valves cardiaques sans ouvrir le thorax en passant par les artères, peut-être au détriment du fonctionnement quotidien des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. L'insuffisance croissante des moyens et les limites de l'accompagnement de la fin de vie préalables à la crise ont été révélées et amplifiées par l'épidémie de la Covid-19. Le système de soins français a été soumis à de très fortes tensions pour la prise en charge des patients Covid et non-Covid. L'avis rendu par le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, au mois de novembre 2020, souligne l'insuffisance des moyens au regard des besoins de santé et l'impossibilité de recrutement et de formation rapide des professionnels médicaux et paramédicaux pour s'adapter aux besoins récents. Des décisions ont dû être prises dans l'urgence pour réorganiser les soins. Les actes chirurgicaux et médicaux ont été déprogrammés au profit de lits dédiés à la Covid. Des polémiques sont apparues face aux potentielles pratiques de tri. Le tri des malades oblige les soignants à assumer des dilemmes douloureux pour sauver le plus de vies possible, tout en tenant compte des contraintes. C'est une méthode d'organisation des soins qui est bien connue en médecine d'urgence et de catastrophe. Elle est fondée sur la prise en compte d'une balance gravité versus efficacité. Dans un contexte d'insuffisance des moyens disponibles, la logique égalitariste, qui consisterait à ne pas vouloir trier, reviendrait de fait à donner priorité aux premiers arrivés. Une logique plus utilitariste a été privilégiée, elle vise à rendre maximum le nombre de vies sauvées dans l'intérêt collectif. Le principe de réalité a obligé les soignants à assumer un manque de moyens dont les responsabilités étaient préalables à la crise. Les valeurs soignantes ont été fortement mises à l'épreuve. Des médecins nous ont témoigné de l'impossibilité de faire déplacer le SAMU pour des personnes de plus de 75 ans dans certaines régions où le système de soins a été débordé au printemps 2020. Ce refus de soins sur le critère de l'âge est choquant et non éthique. Ainsi, il semble qu'il n'ait pas toujours été possible de donner à chacun le meilleur soin adapté à ses besoins dans le contexte d'insuffisance de moyens. L'intérêt individuel a donc sans doute été parfois sacrifié au profit de l'intérêt collectif. La distinction entre les choix thérapeutiques et le tri des malades me paraît nécessaire pour que la confusion du langage ne soit pas source de dérives éthiques éventuelles. Le choix thérapeutique est celui que fait un soignant après analyse de la situation individuelle de son patient dans la logique du serment d'Hippocrate. Les échelles de fragilité clinique sont faites pour les y aider. L'âge fait partie des critères de fragilité, mais pas uniquement. Il prend en compte l'état de santé général du patient. Par exemple, certaines personnes atteintes de comorbidités lourdes ne sont pas admises en service de réanimation parce qu'elles ne supporteraient pas de tels soins. Les soins en réanimation sont complexes et loin d'être anodins. Ils comportent beaucoup de risques de complications. Il est nécessaire d'avoir un raisonnement au cas par cas et de ne pas entrer dans une mise en application systématique de protocoles qui pourraient empêcher la prise en compte de l'individu. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas les critères de la réanimation et cependant ont besoin d'être hospitalisées pour bénéficier d'oxygène, d'antibiotiques, de prise de sang, d'une surveillance médicale. On peut d'ailleurs préciser que si les moyens médico-techniques dont disposent les services de réanimation peuvent être trop agressifs pour certains patients fragiles, le ratio de personnel des services de réanimation est nettement plus important et cette disponibilité du personnel pour le juste soin de chaque patient est toujours un bénéfice et manque parfois dans d'autres services hospitaliers et encore plus cruellement dans les établissements médico-sociaux. Chaque médecin, même en dehors de toute crise sanitaire, fait des choix thérapeutiques à la recherche du juste soin dans le respect de la dignité de son patient. Si le choix thérapeutique est au cœur de toutes les décisions médicales et évalue la balance bénéfice-risque du traitement envisagé, le tri, lui, n'intervient qu'en cas de pénurie de moyens dans une logique collective qui s'écarte de la logique individuelle du juste soin pour chacun. Le Comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs très rapidement mis en garde contre les dérives potentielles d'un tel triage et a rappelé la nécessité d'une évaluation collégiale de chaque situation individuelle fondée sur l'état du patient.
Le collectif Handicap, regroupant 48 associations, a lui aussi dénoncé en avril 2020 la situation des personnes en situation de handicap discriminées dans la gestion de la pandémie. Alliance Vita, dans son communiqué de presse du 26 mars 2020, insiste aussi sur l'importance de ne pas fonder sur le seul âge d'un patient les décisions thérapeutiques qui le concernent et demande au pouvoir public de comptabiliser les décès par Covid-19 des personnes âgées, de donner accès aux tests de dépistage à tout citoyen sans limite d'âge et de réaffirmer que chaque patient a le droit à tout âge d'être soulagé et soigné sans être tué. En bref, le système de santé français n'était pas prêt à faire face à l'épidémie du Covid-19 et a été débordé du fait du manque de moyens matériels, masques, surblouses et du manque de moyens humains. La crise sanitaire a mis en lumière des failles d'une médecine qui se veut de plus en plus rentable et technique dans les 20 dernières années et le manque de formation des soignants. La trop grande rigidité de notre système politique et administratif a imposé des règles nationales centralisées qui n'ont pas permis aux organisations locales de réagir pour adapter des solutions réunissant les moyens publics, privés, associatifs dans un souci d'unité et de plus grande efficacité. Le journal officiel a publié le 29 mars 2020 un décret autorisant la prescription du sédatif Rivotril sous forme injectable par les médecins de ville et d'établissements médico-sociaux pour les patients atteints de la Covid-19 qui présentent une détresse respiratoire aiguë ou asphyxie. Cette autorisation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire a été abrogée puis renouvelée. Elle est actuellement encore en vigueur. Le but de cette autorisation exceptionnelle de dispensation du Rivotril est d'anticiper une rupture de stock du midazolam, qui est une autre benzodiazépine réservée pour les services de réanimation. Ce décret a suscité de nombreuses questions et inquiétudes liées à la possible utilisation du Rivotril dans un but euthanasique. La SFGG, Société française de gériatrie et de gérontologie, a réagi le 4 avril au décret qui soulevait tant d'inquiétudes par un communiqué de presse intitulé « Non, prescrire du Rivotril ne revient pas à euthanasier les patients âgés ». Le nom générique du Rivotril est le clonazepam. C'est une benzodiazépine comme le Valium, le Xanax, midazolam ou Hypnovel et le Seresta. En fonction de la dose prescrite, le Rivotril peut avoir des effets différents, détendre, endormir de façon réversible ou irréversible, avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévue par la loi Leonetti-Claes de 2016. Le Rivotril peut aussi tuer en cas de surdosage. D'où la nécessité pour ceux qui l'utilisent d'être bien formés. Le guide des directives anticipées édité par Alliance Vita explique bien les définitions complexes de la sédation. Vous le trouvez page 17 de votre carnet du participant. Le risque d'une mauvaise utilisation du Rivotril, comme d'autres médicaments, est lié au fait que la culture palliative est insuffisamment développée à l'hôpital, à domicile ou en institution. Les soignants ne sont pas bien formés pour savoir augmenter les doses progressivement pour trouver la juste dose qui permet de soulager l'anxiété, la douleur quand le Rivotril est associé à la morphine, tout en essayant de maintenir la relation du patient avec son entourage. Cette juste dose est peut-être un moyen de respecter la dignité du patient en ne le privant pas systématiquement de conscience par une sédation trop lourde, mais en essayant d'ajuster la proportion du traitement aux symptômes et de permettre le maintien d'une vie relationnelle. Peut-il avoir comme effet de limiter la durée de vie du patient? C'est le principe de double effet de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'en soulageant le patient, on peut contribuer à abréger involontairement un peu la durée de sa vie. Ce qui importe, c'est l'intention. Est-elle de soulager le patient ou d'abréger sa vie? Alors, il s'agit d'euthanasie si l'intention est de tuer. L'adieu interdit est le titre du livre paru en octobre 2020 de la psychologue Marie de Henzel. Elle dénonce la brutalité de l'annonce des mesures de confinement strictes au printemps 2020 et l'interdiction des visites aux résidents d'EHPAD. Les soignants en nombre réduit ont essayé de permettre aux personnes âgées ou hospitalisées de rester en lien avec leurs proches par téléphone, avec des tablettes, mais les personnes âgées sont souvent peu à l'aise avec les moyens technologiques. Certaines personnes ont arrêté de s'alimenter, elles ont glissé vers la mort.
signe d'une dépression profonde liée au sentiment d'abandon. L'isolement est la 3e cause de la mortalité en France chez les personnes de plus de 75 ans. Ça veut bien dire que la relation est ce qui fonde notre humanité, et l'isolement est synonyme de la rupture de lien. Alors aurait-on pu faire différemment? Les EHPAD sont les derniers à avoir reçu des moyens de protection, pas de masque ni surblouse. Est-ce qu'on aurait pu laisser aux résidents et aux familles le choix de préférer prendre le risque de voir leurs proches et peut-être éviter certains syndromes de glissement ou dépression? Il reste toujours nécessaire d'évaluer les risques individuels et collectifs au sein des établissements, puisqu'en EHPAD, le taux de contagiosité et de mortalité lié à la Covid-19 est extrêmement important, 14 à 16% du fait de la collectivité. Depuis le printemps 2020, la mort est à la fois présente dans les statistiques sanitaires quotidiennes, mais les rites de deuil ont aussi été confisqués pour beaucoup de familles. En effet, la peur de la contagion et le manque crucial de matériel ont empêché beaucoup de familles de pouvoir dire au revoir, puis honorer le corps de celui ou celle qu'ils aimaient. Dès le début de la pandémie, le corps des patients décédés, déclarés ou suspectés Covid-19, était placé dans une housse hermétiquement fermée définitivement et mis en cercueil sans que la famille ne puisse les revoir. Ce sont des deuils qui ressemblent à des disparitions et l'on sait que plus la mort est subite, plus le processus de deuil est compliqué. Le fait de ne pas avoir pu dire au revoir peut entraîner des sentiments de culpabilité, de tristesse, de colère et un vécu dépressif. En temps de crise sanitaire, il est toujours difficile de placer le curseur entre la volonté de protéger la société de la contagion et les dégâts psychologiques que ces rites de deuil confisqués peuvent provoquer. Une circulaire du 20 mars 2020 du Haut Conseil de la santé publique est venue assouplir cette pratique en permettant aux proches de pouvoir revoir le visage de leurs proches décédés tout en respectant les normes sanitaires. Cet adieu au visage de la personne défunte permet de prendre conscience que la vie s'en est allée de ce visage, mais aussi de garder en mémoire le visage de la personne aimée. C'est le point de départ d'un chemin de deuil. Faire mémoire des défunts, c'est prendre conscience que nous sommes en vie, c'est aussi reconnaître l'héritage humain reçu qui nourrit nos vies. Plus récemment, l'obligation de mise en bière immédiate a d'ailleurs été annulée par le Conseil d'État. Il y a 100 000 ans, les Homo sapiens enterraient déjà leurs morts. Est-ce que la toilette mortuaire ne dit pas quelque chose de la dignité humaine? Plusieurs écoutants du service SOS Fin de Vie, animé par Alliance Vita, participent à la plateforme nationale d'écoute Mieux traverser le deuil pour venir en aide aux personnes endeuillées 24 heures sur 24. En accueillant ce que les personnes qui appellent disent de la mort de leurs proches, elles aident à puiser des forces de vie. En conclusion, j'aimerais soulever une autre question qui est un des enjeux de l'accompagnement de la fin de vie. Comment concilier la protection des plus fragiles et leur autonomie? L'équilibre est difficile à trouver entre la sécurité sanitaire et un accompagnement indispensable des personnes à la fin de leur vie. L'épidémie de la Covid-19 a été un révélateur des insuffisances de la politique d'accompagnement, du vieillissement et de la fin de vie, et une invitation à les repenser. Le Cercle Vulnérabilité et Société est un groupe de réflexion réunissant de nombreux professionnels d'EHPAD. Il a publié une analyse intitulée « Fin de vie en EHPAD, de l'hébergement à l'accompagnement ». Parmi leurs propositions concrètes, je vous propose d'en retenir 3. Pour assumer leur dimension sanitaire et sociale en devenant experts de la fin de vie, les EHPAD doivent associer irréprochabilité sanitaire, c'est-à-dire médicalisation importante, et excellence relationnelle en misant sur l'interdisciplinarité et la collégialité. Un deuxième point, que ce soit au domicile ou en EHPAD, pour que le temps de la fin de vie soit un réel temps de vie, l'action des professionnels doit se dérouler dans une temporalité respectueuse de chacun et pas seulement dans un temps objectif et technique. Les moments relationnels, affectifs, sensoriels et mensuels sont donc primordiaux et doivent être privilégiés. Enfin, la formation d'un nombre suffisant de soignants dans les établissements et à domicile à une culture palliative paraît essentielle. J'aimerais pour finir vous parler de 2 initiatives de terrain. Citoyennage est une démarche qui lie citoyenneté et grand âge. Il arrive encore trop souvent aujourd'hui que l'on décide pour les personnes âgées et pas avec elles sur des questions qui les concernent au quotidien. Des résidents en maison de retraite viennent de se constituer en association, citoyennage, afin de mieux faire entendre leurs intérêts.
Par exemple, un ancien militaire de carrière de 95 ans a pris la plume pour faire part de sa révolte. Il dit « J'ai réalisé qu'une part de mes responsabilités individuelles m'avait été enlevée car je suis une personne âgée. On ne vit pas les contraintes de la même manière à 20 ans et à 95 ans. Les projets pour nous, c'est maintenant, pas demain. » Ainsi, le respect de la dignité ontologique de l'homme invite à mettre la personne au centre des décisions qui la concernent en lui demandant son avis quand c'est possible. La deuxième initiative que j'aimerais rappeler est l'autoconfinement de certains professionnels avec les résidents dans 17 EHPAD en France au printemps 2020. Alors que beaucoup d'EHPAD étaient à ce moment-là en manque d'équipement, de personnel, cette initiative exemplaire a permis de protéger les résidents et les soignants et de renforcer les liens entre eux. Écoutez, on a 2 dames qui ont connu la grippe espagnole, le typhus de la Deuxième Guerre, et j'espère bien qu'on va leur faire passer le coronavirus. Actuellement, on reste tous à plein temps. Donc il n'y a personne qui part et qui revient, on est tous ici, on dort là. On s'est fait livrer des matelas en fait par la mairie. Ça ronchonne parce que moi, il y en a qui ronflent. Certaines, c'est souvent la première expérience de vie en collectivité. On est quand même les uns sur les autres, on n'a pas d'intimité. Et donc, automatiquement, si vous voulez, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut devenir un peu lourd. Mais après, il y a le sens de la mission, quelque part. Le président a dit, on est en guerre. Hein, et donc, nous, la mission, c'est de faire en sorte d'essayer de les faire passer au travers le plus possible. Je pense que c'est très dur pour vous autres qui laissez votre famille. On le prend bien, on le vit bien, on se détend le soir. Nos résidents nous le rendent bien aussi quand même. Oui. Ils sont gentils avec nous. Sur l'ordinateur, il y aura votre fille qui sera sur l'ordinateur. Vous pourrez parler avec elle. D'accord? Ça vous fera plaisir? Il y aura sûrement les deux. On essaie de compenser comme on peut, il y a tout ce qui est Skype, il y a les appels téléphoniques, il y a notre présence aussi quotidienne qui les rassure beaucoup et qui leur fait du bien. Le contraste est saisissant entre l'isolement dont ont souffert beaucoup de personnes âgées à domicile ou en établissement et les liens humains si forts vécus à l'intérieur des établissements où le personnel s'est confiné sur la base du volontariat avec les résidents. Cela nous rappelle à quel point l'être humain est un être de relation et que la dignité ontologique de chacun se révèle dans l'échange des regards offerts et reçus. Merci.